le club Ararat TV avec shop.lesshopsdormarseille.com. Le spécialiste du rachat d'or dans la région vous propose la plus grande collection de bijoux arméniens et de croix arméniennes en France. Or 18 carats et argent, shop.lesshopsdormarseille.com, 47 rue d'Andoum, Marseille 7e, 04 91 52 00 32. Retrouvons tout de suite Richard Findiquian et le club Ararat TV, une émission spéciale quinzaine arménienne, présentée depuis Maison Blanche, la mairie des 9e et 10e arrondissements de Marseille. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV, une émission spéciale consacrée à la quinzaine arménienne, la plus ancienne manifestation culturelle liée à l'Arménie d'une mairie de secteur de Marseille, manifestation dont on peut dire qu'elle obtient cette année sa majorité, puisqu'il s'agit de la 18e édition de la quinzaine, une série de 4 émissions enregistrées au sein de Maison Blanche, la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille, où nous avons installé notre studio et nos micros. Dans la première émission, nous accueillons tout d'abord l'initiateur de cette manifestation, le député des Bouches-du-Rhône, Guy Tessier, grand ami de l'Arménie et des Arméniens. Et dans la seconde partie, nous recevrons notre hôte Lionel Royer-Perrault, maire des 9 et 10e arrondissements, une mairie de secteur chère au cœur des Franco-Arméniens de Marseille. Guy Tessier, bonjour. Bonjour. Alors Guy Tessier, vous êtes député de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, vice-président de la métropole. Vous êtes aussi vice-président du groupe d'amitié France-Arménie de l'Assemblée nationale et, disons-le, le père de cette quinzaine arménienne, la plus ancienne manifestation culturelle liée à l'Arménie d'une mairie de secteur de Marseille. C'est tout à fait exact. Il est vrai que quasiment dès mon arrivée dans cette mairie, il y a de ça maintenant bien longtemps, comme j'avais l'Arménie au cœur, j'ai souhaité effectivement créer un événement qui commémore le génocide des Arméniens de 1915. Mais je souhaitais que cette manifestation ne soit pas une manifestation communautaire, mais qu'elle soit une manifestation à caractère quasi national, je dirais. C'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde, ceux qui avaient eu à souffrir dans leur famille, dans leurs aïeux, etc., de ce génocide terrible, de ces déportations, de ces enfermements, de ces déplacements, de la guerre même qui a eu lieu, car ça a été aussi une véritable guerre, puissent garder ce souvenir, mais aussi il y avait donc la culture du souvenir, mais il y avait également la connaissance de cette situation historique qui, malheureusement, pendant trop longtemps, a été tue. Alors j'ai oublié de dire, mais je le rappelle toujours avec beaucoup de plaisir, que vous êtes devenu persona non grata en Azerbaïdjan, depuis que vous vous êtes rendu en République d'Artsakh, on dit l'Artsakh maintenant. Rappelons aussi que vous avez été en 2016, cher Guy Tessier, l'un des 30 parlementaires signataires d'une pétition qui appelait la France à prendre une initiative forte pour la paix au Karabakh. Oui, c'est tout à fait exact. Je dois dire qu'à l'occasion de mes pérégrinations entre Marseille et Yerevan, l'occasion m'a été donnée de me rendre à plusieurs reprises en Artsakh et j'ai pu découvrir d'une manière irréversible, incontestable, combien l'Artsakh était une terre arménienne. Et donc, pour s'en persuader, il n'est qu'à regardez la présence chrétienne d'anciens couvents, de chapelles, d'églises qui sont là depuis bien longtemps et qui témoignent de la présence chrétienne et donc arménienne dans cette région qui, rappelons-le, est une enclave, puisque l'Artsakh constitue une enclave à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Et si l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de cette enclave pendant, hélas, trop longtemps, à la suite de la dictature de Staline, c'est tout simplement à cause d'un dictateur fou qui avait décidé de remembrer des États et d'en faire ce qu'ils sont devenus. Alors dans votre agenda, Guy Tessier, un déplacement en Arménie est déjà programmé avec le groupe d'amitié France-Arménie de l'Assemblée nationale et vos collègues parlementaires. C'est tout à fait exact. Je dois me rendre en juin. Je risque d'y aller même 2 fois. Enfin, c'est un risque que j'aime prendre. Vous avez des chances. Oui. Donc, en juin avec le groupe d'amitié France-Arménie. Oui. Et ensuite, en octobre, pour le sommet de la francophonie, puisque le sommet de la francophonie se tient à Yerevan et que donc, nous avons, nous les parlementaires, à cœur d'être présents à l'occasion de cette remarquable cérémonie qui aura lieu et tout le symbole qui s'y rattache, aussi bien
pour nous, Français de toutes origines, que pour les Arméniens d'Arménie, pour leur montrer que ce lien n'est pas un lien virtuel, mais qu'il est un lien charnel entre nos deux pays. Voilà, c'est ça. L'Arménie donc a été désignée comme pays hôte du prochain sommet de la francophonie, les 11 exact. et 12 octobre prochains. Alors c'est une décision qui vous semble être un message important à tous les pays membres de la francophonie et à l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale? Bien sûr, c'est un message très fort que le sommet se fasse à Yerevan, en Arménie, parce que ça prouve la volonté de l'ancrage de l'Arménie dans la francophonie. Beaucoup d'autres pays défendent avec des ardeurs plus ou moins importantes. Il y a 2 pays leaders, reconnaissons-le, qui sont le Québec, bien sûr, qui pied à pied tous les jours lutte pour garder notre belle langue comme langue. Et puis un autre pays, le Sénégal. Mais il faut dire qu'Abdou Diouf, l'ancien président de la francophonie, avait beaucoup œuvré dans ce sens. Et donc moi, je trouve que c'est un symbole fort. Et puis aussi, c'est une ouverture de l'Arménie vers la France, vers l'Europe, vers les pays francophones, et je pense que c'est excellent pour la jeunesse, parce que le français pourra devenir dans les années qui viennent la 3e langue la plus parlée au monde. Donc je pense qu'en faisant cela, l'Arménie fait un bon choix. Alors il faut également souligner que la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté il y a quelques jours une déclaration sur le conflit du Karabakh, en réaffirmant le plein soutien aux efforts des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en vue du règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh. Oui, c'est quelque chose qui revient, c'est un peu une antienne, qui revient très souvent, parce que très manifestement, l'Arménie évidemment est présente au contour de ses frontières et souhaite vivre en paix à l'intérieur de ses frontières, mais en face, l'Azerbaïdjan ne désarme pas, au contraire, s'arme, je dirais, dangereusement, et donc il faut arriver à appliquer ces accords de Minsk et sortir de ces positions gelées qui mettent l'Artsakh dans une situation très inconfortable, très difficile, malgré tous les efforts qui sont consentis à la fois par le gouvernement de l'Artsakh, par toute la diaspora qui aide beaucoup, par l'Arménie bien évidemment, pour que cette république devienne souveraine. Alors aujourd'hui, Guy Tessier, vous êtes également président du groupe d'amitié France-États-Unis, avec son Excellence Madame l'ambassadeur des États-Unis en France, Jamie D. McCourt, et vos collègues parlementaires. Vous allez œuvrer donc afin de renforcer les liens entre la France et les USA ? Ouais, bien sûr, c'est le rôle d'un groupe d'amitié, c'est pour montrer l'amitié d'un pays envers l'autre, et ça existe dans les deux sens. Il y a des groupes aussi d'amitié, il y a un groupe États-Unis-France, bien sûr. Et donc, oui, c'est mieux se connaître, mieux se comparer, dire ce qu'il y a de bon dans l'un et essayer de le faire adopter dans l'autre, et réciproquement. Voilà, c'est recevoir des jeunes étudiants, c'est débattre sur les problèmes économiques, culturels, et d'ailleurs ce sont des axes que nous avons préétablis pour pouvoir en débattre, et notamment par exemple le système scolaire et universitaire aux États-Unis par rapport au nôtre, pour voir ce qui peut être bon éventuellement de reprendre chez nous ou pas. Alors vous souhaitez aussi pouvoir comparer les expériences respectives des deux pays dans de nombreux domaines, vous venez de le dire, mais notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Bien entendu, les États-Unis ont été terriblement touchés. On ne peut pas avoir oublié les attentats du 11 septembre, mais ils continuent d'une manière épisodique à connaître tristement des attentats. Et donc, je pense que nous avons en commun avec ce grand pays le même souci de vouloir voir vivre nos nations en paix. Alors, parmi vos interventions à l'Assemblée nationale, je rappelle que la prison des Baumettes fait partie de votre circonscription. Vous êtes revenu dernièrement sur la situation des surveillants de prison et leur recrutement. Alors, vous pensez qu'il est nécessaire de revaloriser cette fonction ? Bien évidemment, le métier de surveillant de prison est un métier extrêmement difficile, avec l'affaissement de l'autorité que l'on retrouve partout dans notre pays. Ils ne sont pas les seuls à en souffrir. Tous les fonctionnaires d'autorité éprouvent les mêmes difficultés. Mais il est vrai que la prison, notamment avec le phénomène du terrorisme, s'est considérablement dégradée. Et je vous assure, moi qui rencontre
très souvent ces hommes et ces femmes, je dois vous dire qu'ils méritent notre respect, notre considération, car ils sont indispensables à la nation. Et donc je pense qu'il faut leur donner à la fois les moyens de pouvoir réagir dans des situations de crise, leur conférer davantage d'autorité pour qu'ils soient davantage respectés. Et enfin, je pense aussi qu'il faut revaloriser la fonction d'une manière financière, pécuniaire, pour attirer davantage de gens dans cette vocation qui méritent d'être soutenus, sans quoi on aura de grandes difficultés. Car dans la fonction publique, et notamment la fonction d'État, dans les fonctionnaires d'État, c'est probablement le seul concours où on est moins de candidats que de places disponibles. Donc c'est quand même très, très préoccupant. Allez, revenons pour cette dernière question à votre quinzaine arménienne, qui fête donc ses 18 ans cette année. Elle atteint donc sa majorité. Ouais. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à cette quinzaine arménienne pour les années à venir, Guy Tessier ? Écoutez, de souffler encore de très nombreuses bougies pour ne pas oublier. Et c'est notre rôle d'entretenir cette flamme qui est la flamme de l'espoir, qui est la flamme de la liberté et aussi celle de l'amitié. Merci de nous avoir reçus, Guy Tessier. À très bientôt. Merci. Retrouvons maintenant la chronique de Jeanne Sampol. Sur les pas de la philanthropie, le fonds de dotation Plus Avenir vous aide à soutenir des personnes en voie d'exclusion. La première action philanthropique de Joseph Arakel, entrepreneur marseillais et président fondateur du groupe Tempo One, voit le jour le 21 décembre 2010, au travers de la création du fonds de dotation Plus Avenir. En effet, dès l'origine, Joseph Arakel souhaite construire un réseau d'entraide destiné à soutenir les personnes physiques en difficulté suite à un accident de la vie, notamment le décès d'un proche, une perte d'emploi, un divorce, une grave maladie, susceptible de les fragiliser et les mettant dans une situation administrative, psychologique et ou financière complexe, menant parfois à l'exclusion sociale. C'est dans cette optique que s'inscrit originellement le fonds de dotation Plus Avenir. Quel est l'objet précis de Plus Avenir ? Toute action d'intérêt général contribuant à la protection et à l'accompagnement de toute personne physique se trouvant dans une difficulté matérielle ou morale. En ce sens, le fonds de dotation peut agir de plusieurs manières, via l'aval d'une commission présidée par Joseph Arakel. Un de ces modes d'action étant d'octroyer une aide ou avance financière sans intérêt ni garantie, et cela est très important. En outre, en vue de la réalisation de son objet, Plus Avenir peut notamment promouvoir des actions en direction d'un public âgé et nécessiteux, des actions de soutien scolaire d'aide aux devoirs, et plus généralement ayant trait à l'éducation d'enfants ou de jeunes en difficulté scolaire ou sociale, des actions de réintégration sociale. Le fonds de dotation Plus Avenir a une véritable vocation sociale. À l'instar du réseau d'entraide originel, le fonds de dotation Plus Avenir s'articule essentiellement autour de 3 axes majeurs: le bénévolat des membres, les dons multiples et les actions menées. Les membres, ou amis ou experts de Plus Avenir, comment font-ils pour y rentrer ? Eh bien, ils sont actuellement au nombre de un peu plus de 200. Et les amis de Plus Avenir sont des bénévoles qui se mettent au service du réseau d'entraide en donnant notamment de leur temps libre auprès des bénéficiaires. Les experts de Plus Avenir interviennent également bénévolement dans un cadre professionnel, apportant leurs compétences au projet du fonds de dotation. Si vous souhaitez rejoindre et soutenir les actions philanthropiques de Plus Avenir, www.plusavenir.org ou directement au 04 91 96 90 60. Cette chronique vous était présentée par le groupe de transport Tempo One et 7 Cargo, une nouvelle vision du transport et de la logistique. Richard Findiquian reçoit Lionel Royer-Perrault. Lionel Royer-Perrault, bonjour. Bonjour. Lionel Royer-Perrault, vous êtes maire des 9 et 10e arrondissements de Marseille, vice-président du Conseil de territoire Marseille-Provence et président de 13 Habitat.
Tout d'abord, merci d'avoir permis à RCF d'installer son studio et ses micros au sein de Maison Blanche chaque année. Merci à vous. Chaque année, la programmation de la quinzaine arménienne, qui est devenue une véritable institution, propose une série d'événements artistiques et culturels avec la complicité d'Anne-Marie d'Etienne-Dorf depuis maintenant 18 ans. Exactement, effectivement, Maison Blanche s'inscrit résolument dans d'abord une programmation culturelle très riche, mais au-delà de ça, c'est surtout de faire en sorte de perpétuer le devoir de mémoire. Je crois que c'est important, et c'est vrai que mon prédécesseur Guy Tessier avait initié cette quinzaine arménienne, qui d'ailleurs a été dupliquée dans d'autres mairies d'arrondissement, et on doit s'en féliciter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette quinzaine ponctue en quelque sorte notre temps culturel, et nous sommes effectivement très fiers d'avoir réussi à inscrire cette programmation chaque année, ce qui prouve aussi la détermination qui nous anime à accompagner d'abord nos amis arméniens, puis en même temps c'est aussi rappeler l'histoire, et puis il y a une telle richesse dans la culture arménienne que chaque année on arrive aussi à se renouveler, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de l'exercice. Alors, dès 2004, vous le savez, l'Arménie adhère à l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, elle jouit d'un statut d'État membre de plein droit et y occupe depuis ces dernières années une place de plus en plus prépondérante. Elle a été désignée comme pays hôte du prochain sommet donc de la francophonie qui aura lieu les 11 et 12 octobre prochains. Alors, la langue française que l'on doit amoureusement protéger, on peut également considérer que c'est une richesse à partager ? Ah ben, totalement. D'abord, je pense que la langue, c'est un moyen d'échanger, c'est un moyen de se comprendre, c'est un moyen de faire passer des messages. Et c'est vrai que la langue française a de ce côté-là plusieurs atouts et plusieurs mérites. D'abord, le bénéfice de l'histoire, c'était quand même la langue qui était partagée à travers la plupart de nos continents. Et puis c'était pendant très longtemps, et ça le reste d'ailleurs aussi, une langue internationale. Dans certains sommets internationaux encore, nous parlons le français. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire perdurer. Et c'est vrai que il n'y a pas toujours eu de la part de certains gouvernements une réelle volonté d'avoir une politique en faveur de la francophonie. Or, la francophonie, c'est d'abord le rayonnement de notre pays, le rayonnement culturel de notre pays, et en même temps c'est un moyen d'influence auprès des nations, et donc c'est important, surtout quand on voit combien l'anglais essaie de s'immiscer un peu partout, donc on doit lutter un peu contre cet anglicisme ambiant, et puis aussi, on a aussi nos amis espagnols qui sont aussi très présents à travers le monde, donc je crois que c'est important, et je me réjouis que ce sommet de la francophonie puisse se tenir en Arménie cette année. Alors, il se passe beaucoup de choses au sein de la mairie des 9-10, puisqu'elle est aussi partenaire d'un tournage de film au sein du quartier de la Sauvagère, intitulé Les Dégains. Alors, pourquoi participer à ce tournage et quel est le sens de ce partenariat ? Le partenariat, il est très concret, c'est-à-dire que ils sont venus effectivement tourner. Vous savez qu'il y a la série Les Dégains, donc maintenant cette série est déclinée en film, donc c'est un film qui sortira à l'automne. Et donc, vous le savez, les acteurs principaux sont des habitants de la Sauvagère. Donc, d'abord, ça envoie le message que les jeunes de nos cités peuvent aussi réussir dans la diversité des métiers et notamment celui d'acteur ou d'artiste. Et puis en même temps, il était normal que la mairie accompagne la réalisation de ce film. Alors c'était très concrètement par la mise à disposition de certains locaux, mais de certains espaces municipaux. Mais je pense que c'est important d'envoyer ce message qui est un message de soutien et d'encouragement. On a souvent une idée très négative des jeunes qui habitent les cités. On est toujours à considérer qu'ils font le mur, que quand ils le font pas, ils font certaines bêtises. Alors c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et donc quand on a des jeunes qui prennent leur destin en main, qui réussissent et qui en plus font rayonner dans leur secteur d'activité notre ville et en plus notre secteur municipal, alors écoutez, il n'y a aucune raison que les élus que nous sommes ne les soutenions pas. Alors parlons aussi des nombreux chantiers qui sont en cours dans le 9-10. On peut dire que grâce au président de Très Habitat, le 9-10 poursuit sa métamorphose. Oui, alors effectivement, avec mes fonctions de président de Très Habitat, vous le savez, il y a des sites, des résidences nombreuses dans les 9e et 10e, et j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un ambitieux programme de réhabilitation et de rénovation. Je le fais tout simplement parce que par le passé, ça n'a pas été fait.
Et parce que par le passé, on mettait beaucoup d'argent, peut-être à raison, dans certains quartiers, nord notamment, mais pas forcément dans les quartiers sud. Or, vous nous parliez de la cité de 13 habitats, donc à l'obélisque de Mazars. J'allais vous en parler. Il faut savoir que cette résidence date de 1957. Et que depuis, il n'y a pas eu un seul travaux de réaliser. Il n'y a rien eu. Ouais. Donc ça me semble un peu normal que nous réalisions cela, mais au même titre que nous avons réhabilité le Trioulé, au même titre que je m'occupe de la Verdière, ou que nous allons prochainement réhabiliter le groupe Pierre Renard dans le 10e arrondissement. Mais ça n'est qu'une petite partie du temps qui m'accapare, puisque vous le savez, nous faisons aussi beaucoup de travaux dans les 9e et 10e arrondissements, alors que ce soit par le biais de la métropole ou de la communauté urbaine, et ça c'était grâce à l'investissement de Guy Tessier, et puis également en tant que maire, puisque j'ai eu la réunion de programmation budgétaire pas plus tard que lundi avec le maire de Marseille, et j'ai quand même réussi à obtenir une augmentation du budget de plus de 25%, ce qui pour nos quartiers est toujours une bonne chose. Alors parlons écologie, dans le 9-10, vous accueillez, non sans une certaine fierté dans votre secteur, la première usine de production de biométhane de France. Oui. Et effectivement, j'en suis fier, parce que aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est quelque chose qui doit tous nous animer. Et là, effectivement, nous avons la chance d'abord d'avoir la station d'épuration, la géolide, qui est derrière le stade Vélodrome, parce que sous cette géolide, c'est une cathédrale qui permet de récolter toutes les eaux usées et les eaux de pluie. Et puis, en même temps, nous avons sur le site de Ganay, également sous le stade Ganay, les travaux viennent de se terminer il y a 6 mois de cela, également une cathédrale dans laquelle on arrive à stocker les eaux, et ça évite que ces eaux, lorsqu'il y a de fortes précipitations, ne soient rejetées à la mer. Et donc, bien évidemment, nos eaux usées, nous les faisons sécher, et tout ça produit du gaz naturel, et donc ce gaz naturel jusqu'à présent il n'était pas exploité. Or nous allons pouvoir l'exploiter, et ça nous permettra de faire circuler nos bus, puisque les bus prochaine génération circuleront à biométhane, donc une énergie propre, et puis en même temps ça nous permettra de faire vivre au gaz naturel, en quelque sorte, une population de quasiment plus de 80 000 habitants, ce qui est déjà aussi quelque chose de très appréciable. Alors, petit déplacement au MIPIM de Cannes pour le président de 13 habitats dernièrement, avec votre collègue Laure-Agnès Karanek, où vous êtes allé faire la promotion du territoire marseillais et métropolitain. Rappelons à nos auditeurs que le MIPIM est un événement immobilier qui rassemble les acteurs les plus influents de tous les secteurs de l'immobilier international. Totalement, effectivement, nous avons toute la planète de l'immobilier, c'est le cas de le dire, qui est présente. Nous, notre rôle, c'était de valoriser le territoire marseillais, d'expliquer quelles sont, les grandes orientations de la politique métropolitaine, puisqu'aujourd'hui, on ne raisonne pas que simplement à l'échelle de Marseille, on raisonne à l'échelle du territoire métropolitain, de défendre l'attractivité de ce territoire par rapport à d'autres territoires, puisque vous le savez, nos territoires sont en concurrence avec Lyon, avec Bordeaux, avec Montpellier, donc avec Nice. Donc notre rôle, c'est aussi d'être présent pour défendre ce territoire, démontrer en quelque sorte les atouts, et puis de convaincre les investisseurs de venir. Parce que aujourd'hui, si nous voulons que Marseille soit, dans le top 5 des métropoles, eh bien, il faut que les investisseurs nationaux et internationaux soient convaincus de la pertinence de notre territoire et soient convaincus de la nécessité d'investir. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je pense que c'est le rôle des élus que d'être à ce type de manifestation pour vanter les mérites de Marseille, en particulier de la métropole ex-Marseille, d'une manière plus globale. Alors, Lionel Royer-Perrault, vous avez lancé en décembre dernier votre club de réflexion baptisé Oxygène Actif, en annonçant d'emblée que nous vivions actuellement la mort des idéologies et que vous souhaitiez apporter votre contribution pour faire, dites-vous, de la politique autrement. Alors c'est quoi la politique autrement ? Écoutez, je pense que d'abord le constat il est clair, c'est que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle qui soit un cycle générationnel, un cycle politique ou un cycle institutionnel.
Et cette fin de cycle a été accélérée notamment par l'élection d'Emmanuel Macron, qui, il faut bien le reconnaître, et c'est peut-être le seul mérite que je lui reconnaîtrai, a ringardisé l'ensemble des acteurs politiques. Donc moi, vous le savez, je fais partie des Républicains et je pense que les Républicains, les formations politiques traditionnelles, puisque on voit bien de toute manière que les grandes pensées politiques restent, que ce soit des pensées de gauche ou des pensées de droite, eh bien il faut que ces partis arrivent à se moderniser, arrivent à parler aux générations qui sont les nôtres. Voilà. Et donc, on sent bien quand même qu'il y a encore du travail sur ce chemin. Donc, résultat des courses, j'ai pris cette initiative parce que je pense qu'effectivement, nous devons d'abord parler un peu sans tabou, parler des sujets qui quelquefois ne sont pas toujours les plus agréables, mais ça fait partie du débat politique, ça fait partie du débat public, et c'est ainsi que effectivement j'inscris cette démarche. Alors ça permet bien de débattre avec des gens qui ne sont pas forcément membres des Républicains, qui peuvent arriver d'autres horizons politiques, sur des sujets qui intéressent plus spécifiquement Marseille, parce que là réside mon ambition, et puis en même temps c'est aussi le moyen de montrer qu'on peut sans doute, même sûrement d'ailleurs, faire de la politique autrement. On n'est pas forcément obligé d'être militant dans un parti politique pour avoir des idées et pour en débattre. Alors vous dites aussi qu'il est temps de pousser le concept de démocratie active, qui serait pour vous la solution face à la déliquescence de la démocratie institutionnelle. Démocratie institutionnelle et démocratie participative, parce que je pense qu'aujourd'hui on voit bien la démocratie institutionnelle qui est d'élire quelqu'un pour un mandat de 6 ans, et puis cette personne qui pendant 6 ans va vous représenter sans forcément qu'elle revienne devant vous pour rendre des comptes. On voit bien que ce système-là, il est un peu à bout de souffle. Mais il est aussi nécessaire parce que c'est ce qui permet d'avoir des mandats, la durée des mandats, et faire en sorte que les élus réalisent des choses. Et à côté de ça, la démocratie participative, qui était finalement un peu la grande idée lancée par Ségolène Royal il y a maintenant une dizaine d'années à l'élection présidentielle de 2007, eh bien cette démocratie participative, on voit bien qu'elle ne répond pas non plus à ce qu'il faut, parce que ce n'est pas parce que vous participez à un débat que pour autant vous êtes réellement représentatif de ce que veut majoritairement la population. Et donc moi je pense qu'il faut trouver une solution à équidistance entre la démocratie institutionnelle et la démocratie participative, que j'appelle moi la démocratie active, c'est-à-dire cette capacité à inciter le citoyen à participer tout au long du mandat à la prise de décision, tout en faisant en sorte quand même que, in fine, ce soit l'élu qui décide, parce que, je veux dire, on n'est pas là pour que ce soit les citoyens qui se substituent aux élus, ou alors c'est une autre forme de mode de fonctionnement de nos institutions, on peut en débattre dans ces cas-là, mais je ne pense pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est que les citoyens soient beaucoup plus associés et beaucoup mieux associés aux décisions qui les concernent durant la période du mandat, et en même temps que ça soit quand même l'élu qui reste in fine décideur, mais qu'il soit dans une relation beaucoup plus de proximité, beaucoup plus intense, beaucoup plus réelle qu'il ne l'est aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, il suffit de voir ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'on se fait élire, et bon, alors on fait des journaux, on fait des petits tweets, tout ça est très bien, mais je n'ai pas franchement l'impression que le citoyen est partie prenante à la vie de la cité. Or, il faut réinventer la vie de la cité, il faut réinventer des modes de communication qui nous permettent de réenchanter aussi les citoyens dans la relation politique. Et je dois bien reconnaître que de ce côté-là, il y a d'énormes efforts à faire. Et il suffit de le voir pour les élections. On voit bien qu'aujourd'hui, le grand gagnant des élections, c'est pas celui qui gagne l'élection, c'est l'abstentionniste. C'est l'abstentionnisme. Et donc là, il y a vraiment un travail, un champ d'explication à faire. En plus, en direction des nouvelles générations qui n'ont pas forcément été biberonnées comme nous dans les combats politiques passés, parce que voilà, les grandes idées sont mortes, et puis aussi parce que les grands événements qui quelquefois permettaient de coaguler, quelquefois de s'affronter, sont aussi très rares. Donc je pense qu'il y a nécessité de recréer de l'appétence à la politique, et donc il faut sans doute aussi repenser un peu tout ça. Allez, un dernier mot, et on revient sur la quinzaine arménienne qui atteint cette année sa majorité, c'est 18 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à cette quinzaine arménienne pour les années à venir ? D'abord qu'elle continue, et puis que nos amis arméniens qui sont si
français si attachés à la République, si attachés aux valeurs qui fondent finalement notre corpus de républicains, eh bien, puissent être encore très présents à ces manifestations, viennent nous encourager, viennent nous faire partager ce qu'est leur culture, parce que finalement, il n'y a de sens que dans le partage des cultures, et c'est ce qui, en tous les cas, moi, m'anime au quotidien dans la mission qui est la mienne. Encore merci Lionel Royer-Perrault d'être venu au micro de RCF et de nous recevoir à Maison-Blanche pour cette 18e édition de la quinzaine arménienne. Merci à vous. C'était le club de Richard Findiquian.